Donc, il a le droit de faire à la fois un syndrome cérébelleux et un syndrome vestibulaire. Donc, la présence d'un syndrome de Lambert n'élimine pas un syndrome cérébelleux et l'absence ou la présence n'élimine ni confirme la présence d'un syndrome cérébelleux. Donc, c'est faux. Maintenant, on va expliquer les autres symptômes et faire un petit débriefing sur le syndrome cérébelleux puisque vous l'avez oublié. Allez, donc, les troubles de la coordination par l'épreuve douanée, c'est ce qu'on vient de dire. Il y a une hypermétrie, une dysmétrie. C'est caractéristique du syndrome cérébelleux. Une asynergie du tronc. Une asynergie du tronc, les mouvements du tronc sont asynergiques. C'est quoi la synergie? La synergie, c'est la capacité de réaliser des mouvements qui s'entraident. On peut dire par exemple, ouvrez-moi cette bouteille. Pour ouvrir une bouteille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer sur la bouteille et faire tourner le bouchon. Donc il faut une synergie entre les deux membres. En même temps. C'est une synergie. C'est deux actions différentes qui vont s'entraider. Ça ou là, la synergie, elle disparaît au cours du syndrome cérébelleux. D'accord? Très bien. Donc la synergie, elle existe au cours du syndrome cérébelleux. Le site de Rambert, il est recherché au cours du syndrome vestibulaire et du syndrome coordonal postérieur. Une hypotonie avec diminution des réflexes osteo-tendineux. J'ai une hypotonie. L'hypotonie cérébelleuse, elle est très marquée. D'accord? Et lorsque je recherche un réflexe osteo-tendineux, par exemple le réflexe rotulien, je frappe. Le réflexe, il est lent, mais il est aussi pendulaire. C'est quoi pendulaire? Il va se répéter à 40 ans. Comme une pendule d'une horloge. Quick, 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 quick. C'est le petit tic-tac. On dit qu'il est pendulaire. Donc, il va dire le membre. D'accord? Une difficulté à exécuter les mouvements alternatifs par l'épreuve des marionnettes. L'épreuve des marionnettes ou l'épreuve par l'engenou. Rapidement. Bon, je ne peux pas vous faire ça. D'accord? Donc, il va réaliser des mouvements rapides. C'est l'épreuve des marionnettes. Pourquoi on l'appelle l'épreuve des marionnettes? Parce que si vous connaissez les personnes qui manipulent les marionnettes, ils font ça pour les faire parler. Donc, c'est des mouvements répétés, rapides. Il ne peut pas réaliser ça. Comment on appelle ça? La diado-ocinésie. Donc, au cours d'un syndrome cérébelleux, j'ai une dysmétrie, une hypermétrie, une démarche hybrieuse, une adiadocosynésie, une hypotonie. Comment on recherche l'hypotonie cérébelleuse? Quel est le signe? Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Comment on recherche, comment on prouve la présence d'une hypotonie cérébelleuse? C'est un champion. C'est le signe de Stewart Holmes. C'est le signe de Stewart. Comment? Holmes. Qui m'a Sherlock Holmes? C'est Stewart Holmes. C'est quoi le signe de Stewart Holmes? Je demande au patient, mais bon, je demande au patient de faire ça, de faire tirer son bras. Très bien. C'est trop tard. Donc, je demande au patient, ça ne vous fait pas mal. Je tire l'avant-bras vers le patient, je l'empêche, mais ça, elle peut arrêter, sinon elle aurait fait un coup de poing à elle. Le cérébelleux ne peut pas retenir son avant-bras. Si je le lâche, le bras, l'avant-bras derrière. C'est le signe de Stewart Holmes et qui prouve une hypotonie parce que les muscles de je lui ai donné le temps de créer une force de flexion. Mais ça, quand je la lâche rapidement, elle ne peut pas réaliser une force d'extension assez rapide pour contraire le mouvement et donc elle va se refrapper. C'est le signe de Stewart Holmes. D'accord? Vos camarades sauront le signe de Stewart Holmes ou le signe de Souk. Attention, il faut connaître tout ça. Parce que moi, je suis à faire neurologie, mais vous n'allez plus la rencontrer. On est d'accord pour le syndrome cérébelleux. J'espère que je j'aime bien ça. Plus on a des remords tôt, mieux c'est.
troisième année, d'accord. قدمت فيقو بكري قدم مليح. Vous décidez d'explorer. C'est une passion réelle. Ou malheureusement, on est en train de voir des internes, des externes en 6e, 7e année, des internes en 7e année, des résidents qui ne savent pas réaliser l'interrogatoire, qui ne savent pas examiner leurs malades. Je suis désolé, mais c'est grave. Encore, c'est une passion اللي جاكم وتكوني وحدك في البوكس طبيبه en tant qu'interne وكان ما تبدلوش لو كومبورتمون تاعكم دوكا حتلقاي روحك كيما راكي دوكا في البوكس وحدك بلا غريف تاع ان اوتر ميدسان وتقابلك لي مالاد ومن بعد تليبيري بيريطوني تليبيري appendicite. Faites très attention. Il faut toujours avoir peur et avoir l'humilité de la science. بين كنت تحسوا روحكم وتطيحوا هكا دكتور هاوس وتليبيريو لي مالاد هذاك والو شربتي تاعنا. Prenez pas de décision. Il faut beaucoup lire. Vous décidez d'explorer ce patient par la pratique de. Considérez la réponse juste. Qu'est-ce que vous allez faire pour rechercher un syndrome cérébral? Une IRM, une ponction lombaire, un EEG, une angiographie cérébrale, une IDR à la tuberculose. Une IRM cérébrale. À la recherche de quoi? On ne trouve que ce que l'on cherche. Et on ne cherche que ce que l'on connaît. Vous allez rechercher un processus tumoral. Vous allez rechercher un AVC qui a touché la fosse postérieure. Donc ça dépend le mode d'apparition. Est-ce qu'il est récent? D'accord, si c'est une urgence, vous pouvez jeter une IRM. Parce que les IRM ne sont pas disponibles en urgence. Vous allez faire un scan. D'accord? C'est des détails, mais l'essentiel, vous allez faire une IRM. Quand il y a un TDM ou IRM, trochez le TDM. Si c'était dans le cadre de l'urgence, vous allez demander un scanner, un TDM. D'accord? Ponction lombaire, c'est lorsqu'on suspecte une méningite. Un EEG, c'est pour explorer la fonction électrique du cœur, du cerveau. Voilà, des épilepsies, des convulsions. Un EEG. Une angiographie cérébrale, c'est bon, donc elle n'est plus réalisée. Quel angioscan, d'accord? C'est pour rechercher des anomalies, des malformations vasculaires, d'accord? Dans certains cas, pour traiter un AVC hémorragique, etc., etc. Une idéale à la tuberculine, idéale à la tuberculine, si vous suspectez une tuberculose ou un déficit immunitaire, c'est pas ça. Idéale à la tuberculine. On avance. Toutes ces infections peuvent expliquer l'état clinique de votre patient, sauf une. Sauf une, c'est quoi? Une tumeur. Est-ce que ça peut expliquer? Oui, une tumeur de la fosse cérébrale qui va comprimer le cervelet. Un accident vasculaire ischémique. C'est quoi un accident vasculaire ischémique? C'est un AVC, accident vasculaire cérébral. Une hémorragie. Quelle hémorragie? Une hémorragie méningée, une hémorragie d'un vaisseau cérébelleux. Une sclérose en plaques. C'est quoi la CEP? La sclérose en plaques. Maladie infectieuse du système nerveux. C'est une Maladie infectieuse du système nerveux. C'est une maladie? Infectieuse. Hein? Infectieuse. Non, infectieuse? Non. C'est une maladie inflammatoire du système nerveux central dont la physiopathologie est expliquée par la démyélinisation en plaques. Lorsqu'on fait une IRM, on des plaques de démyélinisation. Et c'est pour ça qu'on appelle sclérose en plaques. Un traitement. Je connais beaucoup de personnes qui ont... Oui, c'est très fréquent comme pathologie, donc ça dépend d'ailleurs. Quel est le traitement de la crise par des bolus de corticoïdes, ou quel est le traitement au long cours qu'on peut choisir de prendre ou de ne pas prendre. D'accord, en général, c'est les traitements anti-inflammatoires et les traitements immunologiques. D'accord, les anticytokines. C'est ça qui est causé par le virus du Epstein-Barr. Epstein-Barr, non. Il n'y a pas de théorie liant l'Epstein-Barr à la sclérose en plaques. Ça a été des rumeurs qui le vaccin de l'hépatite B qui cause la sclérose en plaques, mais c'est faux. D'accord. C'est la dernière théorie que vous Et il y a beaucoup de théories qui essaient d'expliquer, mais pour l'instant, non. Pour l'instant, non. D'accord. C'est bon, encore prouvé. La sclérose en plaques, on peut avoir des déficits. Bon, la durée de vie, elle n'est pas très réduite par rapport aux patients, par rapport au reste de la population. Le problème, c'est l'handicap. D'accord? C'est l'handicap, il y a plusieurs formes. Il y a la forme d'aggravation rapide, il y a la forme. Le patient peut faire un seul épisode, ne plus rien faire.
Généralement, elle se manifeste par des névrites optiques. Et le champ visuel, la patiente. En général, c'est une fille jeune, entre 20 et 30 ans. C'est l'aspect clinique fréquent. D'accord? Donc, sclérose en plaques, le problème, c'est l'handicap, parce qu'elles peuvent avoir des paraplégies. D'accord? Il y a des personnes connues qui ont la sclérose en plaques. Arik Ramadan, je ne sais pas si vous le connaissez, il a une sclérose en plaques. D'accord? L'essentiel. Une méningite. Bon, est-ce qu'un sclérose en plaques peut donner un syndrome cérébelleux? Oui. C'est une antenne du système nerveux central. Si elle touche les fibres cérébelleuses centrales, elle peut donner un syndrome cérébelleux. La méningite. La méningite, je crois que c'est elle la réponse fausse. Oui, c'est la méningite. Pourquoi? Parce qu'au cours du méningite, j'ai plutôt un syndrome méningé. Syndrome signe de Curing, signe de Grodzinski, une douleur, une raideur de la nuque, une fièvre si je suis orienté vers une atteinte inflammatoire. D'accord? Donc, la topographie des signes cliniques, ils ne m'orientent pas vers une méningite. Ça, clair? On avance. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Le syndrome cérébelleux, très rapidement, on dirait que j'ai deviné. Il y a la syndrome cérébelleux, des troubles de l'exécution du mouvement. Zédo. Des troubles du langage, c'est la dysarthrie cérébelleuse. Et un ensemble de symptômes topographiques. Les troubles de l'exécution du mouvement, c'est la dysmétrie, dont on a parlé tout à l'heure, qu'on recherche par l'épreuve douanée. Une hypermétrie qui par l'épreuve douanée, il va dépasser. Dysmétrie, il n'arrive pas au but. Hypermétrie, il va dépasser le but. Une dyschronométrie, par la manœuvre de Stewart-Holmes, qu'on utilise pour prouver aussi l'hypotonie, comme je viens de vous dire. C'est quoi une dyschronométrie? C'est un retard d'exécution du mouvement. Alors que le message nerveux n'arrive pas assez tôt. Donc elle va s'auto-frapper. La diadoconcinésie, c'est l'impossibilité de réaliser des mouvements alternatifs rapides et répétés. Le tremblement, c'est un tremblement intentionnel et d'exécution. Un tremblement d'initiation et d'exécution du mouvement. Un asynchronisme entre les muscles agonistes et antagonistes, kiff, qu'on a prouvé fait l'épreuve de Stewart-Holmes. Et des troubles de l'écriture, puisqu'il y a un tremblement. La dysarthrie cérébelleuse, elle est la conséquence de l'incoordination des différents muscles de la phonation. C'est quoi les muscles de la phonation? Quels sont les muscles de la langue? La langue fait combien de muscles? 17 muscles, très bien. Mais aussi les muscles, les cordes vocales, les muscles laryngés. Le syndrome topographique, le syndrome vermien. Et vous savez très bien que comment ça s'appelle? Le cervelet. Il est constitué d'un vermis et de deux hémisphères. Il va communiquer, c'est la fois une vue antérieure, la vue latérale, on a comme les pédoncules, supérieur, moyen, inférieur. Vous avez vu ça en histologie, je suppose, l'année dernière. L'essentiel, regardez, je vais vous donner une astuce. Avec le syndrome vermien, c'est quoi le syndrome vermien? Le syndrome vermien, c'est l'atteinte du vermis. Ça, c'est l'atteinte de cette partie. Le syndrome vermien est caractérisé par l'importance des troubles de la statique, résultant principalement du trouble de la coordination des muscles axiaux. Le syndrome latéral ou hémisphérique, est caractérisé par une hypotonie au repos et par l'incoordination des membres. Le vermis, il est situé où? Au centre. Donc ça va être une atteinte du tronc. Vous imaginez comme si le cervelet était un benedem, était un individu. D'accord? Un papillon. Donc, si le vermis est touché, c'est le tronc qui va être atteint. Si c'est les hémisphères qui vont être touchés, c'est les membres qui vont être touchés. Donc, si vous avez un AVC qui touche les hémisphères, c'est une incoordination des membres. Si c'est un AVC qui touche le vermis, c'est un trouble des muscles du tronc. Donc, ça va toucher la posture. Après, ça va toucher la coordination. Vous avez compris? Et si ça touche le lobe Non? Et si ça touche le lobe flocculonodulaire? Lobe flocculonodulaire, on le considère comme appartenant au pédoncule, aux hémisphères. D'accord?
On avance. Les causes de céphalée aiguë. Céphalée aiguë. Il y a des céphalées chroniques, il y a des céphalées aiguës. Ça, clair. Cocher la réponse fausse. Qu'est-ce qui peut causer une céphalée aiguë? Une hémorragie méningée. Attention, attention, attention. Il y a belle écoute, devant toute céphalée d'apparition aiguë et brutale, il faut toujours éliminer deux diagnostics. L'hémorragie méningée et l'hypertension intracrânienne. L'hémorragie méningée et l'hypertension intracrânienne. C'est les deux principaux diagnostics à éliminer en premier. Moi, je continue à mon examen avec le patient. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Donc, les causes de céphalée aiguë, hémorragie méningée, oui ou non? Céphalée de tension. Sûr. Méningite. Hypertension intracrânienne. Une première crise de migraine. Quelle est la réponse fausse? Hein? Attention, c'est la réponse B. Les céphalées de tension, c'est des céphalées chroniques. Ou attention, l'hypertension artérielle. Les céphalées de tension, c'est une sensation de constriction de la tête en étau. Elle est bilatérale, d'accord? Mais c'est des céphalées chroniques qui mettent les migraines. C'est des céphalées chroniques. Elles apparaissent, elles viennent et elles s'en vont. C'est des céphalées chroniques, c'est des céphalées primaires chroniques. D'accord? Primaires, elles n'ont pas de cause précise, une atteinte vasculaire ou là. On les appelle primaires. D'accord? Attention, l'hémorragie méningée et l'hypertension intracrânienne. AED, c'est les deux diagnostics à évoquer en premier lieu devant une céphalée aiguë. Ça, voilà. Donc A ou D, on est d'accord. Pour la C, oui, une méningite. Une méningite, elle donne des céphalées. Et regardez la méningite. C'est quoi? Céphalée, vomissement et raideur méningée. Très bien, donc les céphalées aiguës peuvent révéler une méningite. Une hypertension intracrânienne, c'est une première crise de migraine. Il est une jeune fille de 16 ans, ça peut être une première crise de migraine. La première fois, il dit à la migraine. Il a déjà plusieurs fois, c'est une hémicéphalée, elle alterne d'un côté à l'autre, tous les mettre avec une photophobie. La migraine, d'accord. Mais lorsqu'elle apparaît la première fois, elle peut se révéler en tant que céphalée aiguë. Mais ça, c'est un diagnostic d'élimination. Vous devez tout éliminer, surtout l'hémorragie méningée et l'hypertension intracrânienne, pour parler d'une éventuelle migraine. D'accord? Vous êtes d'accord pour ce qui s'y aime? On avance. L'examen de l'oculomotricité. On a qui fait les paires crâniennes. Et l'examen du nerf 2, 6 et la branche ophtalmique du 5. C'est comme non. L'examen du 3, du 4 et du 6. Oui. Ce sont les nerfs oculomoteurs. L'absence du réflexe. Donc, c'est la réponse? Juste, dis la réponse juste. Voilà. Ça ne fait pas toutes ces réponses sont justes parce que la première est fausse. Quelles toutes les réponses sont justes? On va voir. On va voir. Elle est dans la technique de réponse au QCM. Pour l'instant, notre but il est scientifique. Maintenant, elle a expliqué où elle est vraie ou elle est fausse. L'absence du réflexe photomoteur témoigne d'une atteinte du 4. Elle témoigne de quelle atteinte? Du 3. Très bien. Le réflexe photomoteur, il appartient à la motricité intrinsèque du nerf oculomoteur commun. Ou là, le 3. Et le 3 aussi, oculomoteur commun. Ça, l'oculomoteur commun, il a une double motricité, une motricité intrinsèque et une motricité extrinsèque. La motricité intrinsèque, c'est le réflexe photomoteur, l'accommodation, c'est le contrôle de l'iris et de la pupille. Ça, et la motricité extrinsèque, c'est le releveur de la paupière et le muscle droit interne. Même, il a un petit contrôle sur le droit supérieur et sur le grand oblique. Oh, pardon, le petit oblique. Le grand oblique, il est régi par le 4. Mais si tu as des informations, لماذا؟ قريتوا لا سيميولوجي نورولوجيك حفظوها طبيبة قريتي ونسيتي
Vas-y, très bien. Vous êtes d'accord avec moi? Très bien. Très bien, très bien, très bien. شوفوا القرايه عمرها ما ضرت واحد. سمعتوا بواحد مضر من القرايه؟ Oui. اوه C'est moi. اوه صافي. Mais le moral, on va pas bien. مورال واش بيان شوفي فيلم ولي شري كورني لاكرام وديري شويه صغار ودير مورال بيان صح ولا لا؟ سي مورال il ne nous manque rien nous sommes ni en guerre وحده بصحته عايش في دارهم عنده وين يرقد on a tout pour être heureux non? C'est quoi la définition de la joie? Bon, à la fin de la séance. معليش هذه une toute petite en anglais. La joie, la définition تاعها diffère entre les experts, hein? Mais il y a un point quand même. بين كامل les experts pour la définition de la joie, c'est quoi? الرضا. الرضا. C'est le fait de se contenter de ce qu'on a. Et ça ne veut surtout pas dire qu'on est عايش de mauvaises conditions. Non, il faut toujours travailler pour améliorer sa situation, pour améliorer son quotidien, pour améliorer son entourage, pour apporter du bien à l'existence, pour ne pas avoir une existence futile qui te motive واحد ما يشفع عليك. Non, il faut laisser sa trace de l'existence. Il faut toujours être heureux. On a tout ça faut. Ça, nous passons tous par des périodes difficiles, mais il faut les combattre. Donc c'est le 3, le 4 et le 6. L'absence du réflexe photomoteur témoigne d'une atteinte du 4, là c'est faux. C'est une atteinte du 3. La recherche du réflexe cornéen est systématique. Non. خطر نحبسو خطر ما نحبسوش. شكون الشاطر اللي يقول لي اسكو فو وعلاش لا وعلاش وعلاش ايه ولا وعلاش لا. C'est quoi le réflexe cornéen? عايزك بابا عايزك ما تخافيش ما تخافش الماسك وحدها لكن مريض بالكوفيد مريض بالكوفيد يسموها الماسك عايزك بابا Le réflexe cornéen, soit de la faciale. ايه très bien c'est excellent خصك وحده C'est sympathique. non le réflexe cornéen Il ne dépend pas de l'oculomotricité. très bien il ne dépend pas des 3 catégories le réflexe cornéen c'est quoi? Il dépend de quel nerf? Le trijumeau et le 7. Le 5 et le 7. On dit une sensibilité muqueuse, parce que j'ai fleur là, je la touche. Bon, ben, le réflexe, c'est quoi? C'est la fermeture des paupières. Donc, ça n'a rien à voir avec les nerfs 3, 4 et 6. Donc, c'est bien. Mais chez le réflexe oculomoteur ou la photomoteur, c'est le réflexe cornéen qui dépend du nerf facial. Et trijumeaux, il ne dépend pas des nerfs oculomoteurs. Donc c'est faux. Mais si un examen, il est systématique quand il est imposé. Ça, vous avez compris? Sûr. Regardez-moi. Covid? Non. Toutes ces réponses sont justes. Non, puisqu'on a trouvé des réponses fausses. Très bien, mais quelques. مزال ولا من les muscles. ما تشوفوش les réponses. كم لك دوك نكملوا نعاودوا نطلعوا عليهم. Le ptosis. Ptosis, c'est quoi la ptose? La ptose, c'est une chute de la paupière supérieure. جيد. Est un signe d'atteinte de l'oculomotricité intrinsèque du 3. On a extrinsèque. Parce qu'il a une fonction extrinsèque et une fonction intrinsèque. Donc, quand tu vois, c'est des petits pièges, les étudiants pour le ça, il dépend du 3. Tu m'as fait la pression à l'examen, tu fais 3, oui. Donc, il faut toujours lire tout le QCM avant de répondre. Est un signe d'atteinte du muscle releveur de la paupière supérieure. Peut révéler un syndrome myasthénique. Oui. Son traitement est chirurgical. B et C sont justes. B et C sont justes. Qu'est-ce que vous dites? Rapidement. Allez, خدموا راسكم باش تخدموا عقلكم باش هكا vous situez par rapport à l'examen. هيا. طبيبة répondez-moi, طبيبة. Là, c'est elle est juste. Bah, c'est comment elle est juste. Est-ce que vous cochez C ou la E? E, parce que même la B est juste.
B, elle est juste. Donc E. Vous êtes d'accord? Je sais pas ce que je sais. Là, c'est juste. Regardez. Bon, pour le A, on est d'accord que c'est faux. La P est un signe d'atteinte du muscle releveur de la paupière. C'est par définition l'aptose. C'est la descente sur le chute de la paupière. Peut révéler un syndrome myasthénique, c'est juste. C'est quoi la myasthénie? Regardez-toi. Le syndrome myasthénique, c'est un syndrome de la jonction neuromusculaire. La jonction neuromusculaire, elle est considérée comme une maladie auto-immune qui se manifeste par la présence d'auto-anticorps, anti-récepteurs de l'acétylcholine. Vous allez voir en immunologie que j'ai deux types d'hypersensibilité ou bien de maladies auto-immunes manifestées par les anticorps. Il y a des anticorps activateurs ou il y a des anticorps inhibiteurs. Ce sont des auto-anticorps qui ont même l'hypersensibilité, mais il y a l'hypersensibilité de type 2, et c'est une nouvelle hypersensibilité, l'hypersensibilité de type 5. Très bien, bravo. Parce que normalement, il y a 4 types d'hypersensibilité. Moi, je fais des détails. Quels sont les anticorps, les auto-anticorps activateurs qui marquent la maladie de Base-2? La maladie de Base-2, le syndrome de Base-2, oui, c'est des auto-anticorps anti-récepteurs de la TSH. Maintenant, ils se trouvent les récepteurs de la TSH que vous avez vu l'an dernier en endocrinologie. Vous savez très bien que la TSH qui est sécrétée par l'anti-hypophyse va être libérée au niveau de la circulation sanguine pour aller stimuler les cellules thyroïdiennes. Les cellules thyroïdiennes vont augmenter la synthèse des hormones thyroïdiennes T3 et T4. Quand j'ai cette maladie auto-immune, elle va libérer des anticorps. Et ces anticorps, ils vont se fixer sur les récepteurs de la TSH. Ils vont activer la thyroïde pour libérer encore plus d'hormones thyroïdiennes. Donc j'aurai une hyperthyroïdie. Une hyperthyroïdie, on la maladie de Base-2. C'est un anticorps activateur. Dans certaines situations, j'ai des anticorps inhibiteurs. Oui, la myasthénie. La myasthénie, c'est une maladie auto-immune qui est définie par la présence d'auto-anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine. Donc l'organisme va synthétiser des auto-anticorps contre le récepteur de l'acétylcholine. Et les anticorps, ils vont se fixer sur le récepteur de l'acétylcholine. Ils vont le bloquer, ماشي l'activer. Ils vont le bloquer. Donc, l'auto-anticorps, il va se fixer sur le récepteur de l'acétylcholine et il va l'empêcher d'être activé. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Une faiblesse musculaire. Parce que l'acétylcholine ne peut pas se fixer sur son récepteur. Son récepteur, il est activé et il est occupé par l'auto-anticorps. Comment on appelle ça? Un effet antagoniste. كما قريتوها فارماكولوجي مثلا كما قريتوها حبيت تهربوا كما قريتوها في انزيمولوجي بيوشيمي l'inhibition compétitive donc c'est une compétition entre les anticorps inhibiteurs et l'acétylcholine. Vous savez, la physiopathie, la médecine, tout est lié. Un côté, c'est un autre côté. Donc, les anticorps ils vont se fixer sur le récepteur de l'acétylcholine, ou les récepteurs de l'acétylcholine ne peuvent plus être activés par l'acétylcholine. Donc, j'aurai une faiblesse musculaire. L'apparition de la faiblesse musculaire, elle est progressive. Elle commence par les petits muscles. Dans le muscle releveur de la paupière. تلقاها كيف une jeune fille entre 20 à 30 ans تبدا تشكي لكم خضرها طيح لا بوبيير تاعها شفتوا كيما البوبيه تاع بكري اللي زعما غير ترقدوها تغلق عينها ساعات تبلوكي كي تكسروا فيها وتخبوها وتضربوا بها خوف وتبدا البلوك كي ترقدوها تغلق غير العين واحده تبقى مفتوحه صح ولا لا؟ زعما لعبت البوبيه كيف انا لعبت البوبيه كويس ولا لا؟ وكي ترقدوها تغلق غير عين وعين مفتوحه سي لا ميم شوز يولي هذاك لو باسون يتخلع يولي ما يبقاش يفتح لابيير تاعو يولي يطلع فيها هكا يطلع فيها بيدو ومن بعد سا كومونش ا توشي لي زوتر موسكل. Quelle est la gravité de la myasthénie? Elle peut toucher le diaphragme, qui est un muscle respiratoire. Et ça peut causer une détresse respiratoire, voire la mort du patient. La myasthénie est souvent accompagnée par un thymome, une tumeur du thymus qui peut être le plus souvent bénigne, comme elle peut être maligne. Traitement, c'est quoi? C'est la sérothérapie plus les anticholinestérase. Vous vous souvenez de la cholinestérase? C'est l'enzyme qui détruit l'acétylcholine. C'est l'enzyme qui détruit l'acétylcholine. Je vais tout là. هذيك واش ندير نمد لها لا نيوستيغمين ولا لا فيسوستيغمين. Ce sont des enzymes qui vont inhiber la cholinestérase, mais il faut elle ne peut plus dégrader l'acétylcholine qui est dans la synapse, qui est dans le synapse, une synapse qui est dans la synapse,
Et donc la concentration de l'acétylcholine va augmenter, donc il va pouvoir contrer les auto-anticorps. Mais ne touche l'acétylcholine directement une tension. D'accord? Le dos des inhibiteurs de la dégradation de l'acétylcholine. Est-ce que vous avez la myastine? Donc c'est juste. Vous avez un peu précis. Associé à une diplôme. Elle peut donner une diplopytanite puisque c'est une atteinte à les muscles oculomoteurs. Elle peut donner une diplopie, mais c'est la manifestation initiale la plus importante. D'accord? Classe, c'est-à-dire myasthénie, son traitement est chirurgical, pas toujours. D'accord. Il peut être chirurgical dans certaines situations, s'il y a une compression ou une décompression, mais si c'est la myasthénie par exemple, je vais faire la chirurgie. Rien à faire. D'accord? Le muscle grand oblique. Le muscle grand oblique permet le déplacement, il permet le déplacement du globe oculaire vers le haut et en dedans, vers le haut et en dehors, et vers le bas et en dehors, vers le haut, vers le bas et en dedans. En dehors, c'est ce sens. On appelle ça l'intorsion. Donc, c'est en bas et en dedans. Bravo. L'intorsion. Tic. Avec le grand oblique. Avec le sens stage. Le grand oblique. D'accord? Est-ce que vous avez compris? حفظوهم هذوما كيف كاين في البريسي. Attention, le précis de sémiologie, c'est un livre incritiquable. Bon, il n'y a pas de livre incritiquable, c'est un livre magnifique. Madame Rosemary Hamladji, qui est toujours en vie. Elle travaille au CPMC, qui est chef de service de l'hémato au CPMC. Donc, oui. Hamladji, malgré Rosemary, c'est Hamladji. On avance. Les fonctions des muscles, il faut les apprendre. Mais je vous permettez que je m'assoie. On avance. Et on a dit que les QCM, quand on va avoir j'ai paniqué, les QCM. Le syndrome de Brown-Séquard. Ça va, ça vous plaît? La méthode, ça vous plaît? Ou là, on change. On explique comme des notions. Ou là, comme le haka. C'est des questions, tu as les examens, tu vois comment? Le syndrome de Brown-Séquard. Je suis allé. Il comporte un syndrome pyramidal homolatéral, des troubles de la sensibilité profonde contralatérale, troubles de la sensibilité profonde homolatérale, A et C, A et B. Donnez-moi la réponse rapidement. A et C. A et C, pyramidal et sensibilité profonde du même côté et du côté de la lésion. طبيب واش رايك؟ انت قلتي سي وحدها وانت سي وحدها انت دي A et C. Bravo, A et C. On va essayer d'expliquer le syndrome de Brown-Séquard. خليت هنايا مربع باش نديسيني فيه. Qu'est-ce qu'on a fait le syndrome de Brown-Séquard? On va imaginer que on a la moelle épinière. Ça c'est la moelle épinière. On va dessiner. D'accord? Ça c'est la moelle épinière. On va dessiner une ligne virtuelle qui n'existe pas. Tac 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 tac. C'est quoi cette ligne? C'est la ligne médiane. C'est la ligne médiane. C'est la ligne médiane. On va essayer de dessiner le cheminement des différentes fibres. Bon, je vais dessiner un membre, non, une petite main, ou là un pied, une main. واحد اثنان ثلاثة أربعة هذه تاع قطة. Donc c'est une main. On va dessiner les fibres nerveuses. Les fibres
nerveuse. Supposons que le cerveau تاعي راهو هنا. Le cerveau تاعي راهو هنا. Donc c'est les hémisphères. Si je suis le faisceau pyramidal اللي يجي من هذا le sens. Le faisceau pyramidal معناتها la motricité. La fibre nerveuse motrice. واش يصرى لها؟ Elle va descendre ou elle va décusser au niveau du bulbe. هنا اللي تصرى la décussation. صح ولا لا؟ ومن بعد واش يصرى لها؟ Elle va descendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? هذا هو le cheminement تاع la fibre nerveuse. Ou tu as le côté contralatéral, elle va descendre, elle va décusser au niveau du bulbe, le bulbe, elle va descendre. Est-ce que vous êtes d'accord? On va maintenant suivre le cheminement de une fibre nerveuse, de la sensibilité profonde. C'est le faisceau de Gold et Bourdach. C'est le faisceau de Gold et Bourdach. Vous en souvenez ou non? Où est le faisceau de Gold et Bourdach? Le motoneurone va naître ici, il va naître ici, où il va monter. Ça la décussation du faisceau de Gold et Bourdach. Il va monter du même côté jusqu'au lemnisque médian. Il va communiquer avec le deutéroneurone, c'est le deutéroneurone qui va décusser. On a fait ça, les voies nerveuses, en neurophysiologie. Et c'était. Donc, il va communiquer, il va décusser et monter. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on va dessiner une trop. Est-ce que vous êtes d'accord avec le cas? On va le côté contralatéral. On va dessiner maintenant le faisceau thermo-algésique. Le faisceau thermo-algésique. Est-ce que vous connaissez quel est le trajet de le faisceau thermo-algésique dans l'anatomie? Bravo! Très bien, très bien. Il va aller du membre, puis dès qu'il arrive à l'étage, il décusse. Non! Au niveau de l'étage médulaire lié au membre. Il y aura une communication avec le deutéroneurone et c'est le deutéroneurone qui va monter. C'est le deutéroneurone qui va monter. Le côté contralatéral, c'est la même chose. Donc, dit la fibre nerveuse, elle décusse. Non. Elle communique avec le deutéroneurone et c'est le deutéroneurone qui va monter. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou là? C'est quoi le syndrome de Brown-Séquard? On l'appelle le syndrome de l'hémisection de moelle. Donc, je connais une personne. Je un patient un coup de poignard. Par exemple, un coup de poignard, bon, la largeur de la moelle elle est de quelques centimètres. Hein? Elle est très fine la moelle. Donc, ça a une hémisection. Donc, les fibres les qu'est-ce qu'on aura de ce côté? Le membre homolatéral à la lésion, le donc le membre du même côté de la lésion, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'on aura? Est-ce que لازم دايما نديروا في راسكم une règle باش تفهموا la sémiologie لازم تعرفوا باللي le déficit في le membre il est lié aux fibres nerveuses qui sont collées au membre. لازم تكون تقطعت la fibre nerveuse. Il faut que la fibre nerveuse qui est liée au même membre qui a été touchée, qui a été atteinte. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord? Donc, où sont les fibres nerveuses qui sont liées au membre? Où sont c'est هذه. Où sont les fibres nerveuses? C'est هذه 1 parce que خلاص هنا الدور هذه على ديكوسي الفوق وهنايا الدور صح ولا لا؟ دونك هذه اللي تقطعت زيدوا سي
الخضراء 2 هذه وعلاش parce que كيف elle est liée aux membres elle est liée aux membres هاي ليك elle est liée aux membres la voici Tchic. Elle est liée aux membres la voici زيد وشكون يقول لي quelle est la troisième fibre liée à ce membre qui a été coupé très bien c'est هادي هاد لو كوتي هدايا هاد لا فيبر thermo-algésique تقطعت صح بصح elle n'est pas liée à ce membre elle est liée à ce membre. Donc, au cours d'un syndrome de Brown-Séquard, j'ai un syndrome pyramidal et un syndrome cordonal postérieur homolatéraux à la lésion, et j'ai un syndrome thermo-algésique contralatéral à la lésion. Est-ce que vous avez compris le syndrome de Brown-Séquard? Sûr, je ne me fais pas. Qui n'a pas compris? Est-ce que vous connaissiez tout ça? Très bien. Je ne fais pas de cas. شكون مازال ما فهمش كي فاهمه sûr très bien donc c'est pour ça que j'ai une atteinte thermo-algésique contralatérale parce que ça ne touche pas la fibre nerveuse qui est liée au membre ça touche la fibre nerveuse contralatérale c'est bon on avance très bien très bien très bien très bien bravo on avance on arrête